Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Pas à Pas. Alors effectivement, la semaine dernière, il n'y en a pas eu. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas réussi à trouver le temps, mais je pense que c'est un peu une fausse excuse. En vrai, j'aurais pu avoir le temps, mais j'avais d'autres choses sur le feu, etc. Donc j'ai préféré ne pas me presser et enregistrer un épisode juste pour enregistrer un épisode. Et je préfère vous en faire un à l'heure actuelle parce que j'ai un peu plus le temps, parce que j'ai pu développer un peu les idées dont je voulais parler. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Pour ceux qui le savaient, je m'étais fait quelques petites douleurs, quelques petites, pardon, contractures au niveau du dos il y a quelque temps. Et là, ça va de mieux en mieux, donc voilà. Et à côté de ça, bah, tout va plutôt bien en ce moment. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit update. Je commence à stresser un peu parce qu'il y a ce week-end le Silent Worker Meet et j'ai quelques athlètes qui le font, mais on en reviendra dessus un peu plus tard dans l'épisode pour vous expliquer un peu tout ça. Alors, du coup, l'épisode du jour, il va traiter majoritairement de l'aspect un peu mental. Alors, ça peut être sur plein de points. Je vais voir comment est-ce que les sujets découlent, etc. Et potentiellement, je parlerai aussi un peu de l'impact des réseaux sociaux, du moins de mon point de vue, et des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, que je referai pas forcément vis-à-vis de cette utilisation-là. Alors du coup, le premier point sur lequel je vais parler, ça renvoie à l'épisode précédent, du coup, vis-à-vis de la progression et je vous ai parlé de la progression vis-à-vis de, la désappréhension de certaines barres et cetera et du coup, là, on va aborder, le point, du coup, de, briser des barrières mentales au niveau de votre progression, pour vous permettre, du coup, forcément de mieux progresser, c'est dit dans le dans la phrase précédente. Alors du coup, au niveau appréhension, on peut voir, certaines barres comme des paliers. Alors ça peut être des paliers qu'on se met nous-mêmes ou alors des paliers assez significatifs comme par exemple, je prends l'exemple des 200 kilos au squat, des 100 kilos au bench, ce genre de choses. Et bien en fait, on peut se mettre des gros paliers, des grosses pressions à ce niveau-là. Personnellement, je l'ai vécu pour, la 140 kilos au bench, si je dis pas de bêtises, où j'ai mis beaucoup de temps à la passer. Je l'ai échec un nombre de fois, je pense au moins une dizaine, une douzaine de fois. Et en fait, au fur et à mesure du temps, plutôt que d'aller sur cette barre, absolument vouloir la passer quand je me sentais bien, et cetera, c'était sur un bloc, au final, le tout découlait, où j'allais chercher un tout petit peu plus chaque semaine et au final, j'ai passé cette barre pour la première et la seule fois de ma vie où je l'ai passée RPE 7, littéralement. Et derrière, j'ai mis 145 et elle est passée. Voilà, tout simplement. Alors que je galérais depuis, je pense, 6 ou 7 mois, sur cette barre-là. J'ai mis 6 mois à bencher, de 135 à 137,5 et j'ai mis 3 semaines à faire 137,5 à 145. Et en fait, ça a été comme dit un gros palier mental pour moi. Une des choses qui m'a aidé de mon point de vue, alors je pense pas que ça soit pour tout le monde pareil évidemment, et là ça va se référer plutôt au bench, mais j'avais eu l'introduction du bench cal sur ce bloc-ci, bah sur le bloc là de souvenirs et sur le bloc précédent. Et j'étais allé jusqu'à de souvenir doubler 145 le samedi justement avant de faire mon SBD de fin de bloc qui était le lundi. Et rien que cet aspect-là a eu beaucoup d'impact sur moi, je pense, du moins, parce que ça a quand même bien fonctionné. Alors évidemment, ça veut pas dire que vous devez faire des demi-squats à 200 pour débloquer la barrière mentale, etc. Mais je pense qu'en fonction des cas, en fonction des personnes, en fonction du mouvement aussi évidemment, peut y avoir certaines barrières psychologiques qui peuvent être passées via l'introduction de variations qui peuvent être soit sur une amplitude un peu plus réduite, soit sur une intensité un peu plus réduite. Je pense notamment à par exemple du deadlift cal, bah, du deadlift cal, du deadlift block plutôt. Au niveau du squat, je vous avoue que là, j'ai pas si peut-être du squat avec reverse band, ça peut potentiellement être. Alors, de mon point de vue, ça semble pas forcément aussi pertinent que mettre du bloc, du cal bench, excusez-moi, qui lui encore est pour moi un peu plus pertinent que mettre du bloc deadlift. Mais je pense que dans l'idée, pour certaines personnes, si on peut aller au-delà de ces barrières mentales vis-à-vis de l'exploitation de certaines variations, ça peut être intéressant. Dans un autre cas, je pense que l'utilisation, de volume, peut être intéressante, pareil pour désappréhender certaines barres. J'ai l'exemple avec une athlète qui avait encore beaucoup d'appréhension sur les barres qui allaient au-delà de 120. Pour autant, 120 c'était une barre qui était vraiment casualisée, mais il y avait encore pas mal d'appréhension dessus et du coup, on est parti sur des blocs où elle avait un peu plus de volume, donc typiquement elle allait chercher pardon un triplé à 122, elle est allée chercher un x5 à 102
12,5 si je dis pas de bêtises. Et en fait, simplement, le fait de maintenant réarriver sur ces charges-là va lui faire avoir pardon, un peu moins d'appréhension vis-à-vis de ces charges-là. Quand elle sera sur ses warm-up, elle pourra se dire, ok, je vais single 120, j'ai déjà triplé 122. Ça va me permettre de désappréhender certaines barres et derrière juste me concentrer sur le plus important. En plus de ça, des fois, ça peut être intéressant parce que dans son cas, du moins, elle avait des défauts techniques qui apparaissaient à partir d'une certaine intensité, pas forcément d'une certaine charge, mais d'une certaine intensité, on va dire, allez, RPE 7, 8, quelque chose comme ça. Mais ce qui fait quand elle le faisait sur des singles, en fait, ça apparaissait sur des charges absolues qui étaient assez lourdes et du coup, elle n'arrivait pas forcément à, corriger ces points techniques-là et pour autant, si on travaillait plus léger, ces défauts techniques n'apparaissaient pas forcément et du coup, bah, elle pouvait pas les corriger non plus. Donc, utiliser des rep range un peu plus élevés qui lui ont permis d'aller sur cette intensité-là, sans pour autant être sur une charge absolue plus importante, ça lui a permis de, commencer à comprendre et de commencer à corriger ses défauts techniques, donc sur des charges absolues plus légères, mais pour autant sur une intensité qui était somme toute, un peu plus haute et encore une fois, ça a joué sur le niveau des appréhensions parce que elle savait que ce point technique-là, c'était un point technique qui était assez important et elle arrivait pas forcément à le corriger. Forcément, bah, ça peut, créer de la frustration, ça peut créer, comme dit, de l'appréhension parce qu'on sait que si ce défaut technique, il apparaît, ben, on n'a pas les capacités pour le résoudre, du moins, a avant. Maintenant, c'est plus le cas, et du coup, on peut se retrouver vite dans une situation où, OK, si par exemple, je sais que je pars vers l'arrière, ah bah, je serais foutu, j'arriverai pas à contrecarrer ça. Au final, maintenant, c'est un peu moins le cas, et donc on évolue clairement dans le bon sens et je pense que ça peut être typiquement aussi une des choses qui peut être intéressante pour aller, passer des barrières, qu'elles soient psychologiques, mentales et cetera. Et ça d'ailleurs, on va y revenir, c'est un sport, la force athlétique, où on est obligé de sortir de sa zone de confort et pour la simple et bonne raison que si on sort pas de notre zone de confort, on va pas aller chercher de PR, tout simplement. En fait, notre zone de confort, on va l'estimer jusqu'à son max. C'est une barre qu'on a déjà passée, c'est une barre dont on a les capacités. Par contre, au-delà, on sait pas. Et en fait, si on va jamais sortir de cette zone de confort, jamais se confronter à une nouvelle charge, à une bah, typiquement une barre qu'on n'a jamais faite, en fait, on n'évoluera pas dans le sport. On va juste rester tout le temps à la même charge, on va jamais faire de PR et du coup, on va rester au même total tout le temps. Et c'est clairement pas le but. Le but, c'est aller au-delà de cette zone de confort, d'aller chercher évidemment plus que nos max, ça c'est la logique interne, on va dire, du sport, mais aller sortir de sa zone de confort, comme je l'ai dit, on peut aussi le faire par différents moyens. Aller se repousser sur, du volume un peu plus haut, aller chercher des rep range un peu plus importants. Alors évidemment, c'est pas la même manière, mais aller se challenger par exemple sur, des variations un peu plus complexes, typiquement, mais un athlète qui peut avoir une grosse barrière psychologique pour passer les 100 kilogrammes, je l'avais aussi d'ailleurs sur un autre athlète. Excusez-moi, je vais juste boire rapidement un coup. Excusez-moi. Du coup, pareil, la barrière symbolique des 100 kilos au bench, c'est un athlète qui avait beaucoup de mal à passer au-delà et pour autant, il faisait 97 en comp RPE 7, 7,5. Il faisait, du mid-grip à 97 kilos, il faisait du 3 CT pose à 97 kilos. En fait, toutes les variations possibles, le comment dire? Se réaliser à 97 kilos avec de la marche. Par contre, le palier des 100 kilos était vraiment une grosse appréhension. Et du coup, pour aller au-delà de ça, on a fait 2 choses. De une, ça a été, introduire du très longue pause au niveau du bench, parce que du coup, il y avait cet effet où s'il est capable de faire un 5 CT à 97,5 kilos, ça l'a mis en confiance pour faire simplement au départ un TNG à 100 kilos. Et en fait, ce passage-là, donc on a d'abord passé les 100 kilos en TNG avec une technique qui était pas top, une perte de tension, perte de trajectoire, et cetera. Puis ensuite, on a passé 97 kilos avec une claque un peu mieux, puis des standards, et cetera. Et on a évolué. Et le deuxième point, ça a été, on a aussi changé un tout petit peu sa technique. Il était repassé sur, bah, il était sur un ancien wide grip. On est passé sur un mid grip qui a été bien plus favorable. Il avait beaucoup plus de production de force. Il arrivait plus facilement à trouver ses trajectoires, sa tension, etc. Donc on a aussi joué sur cet impact-là. Il n'y avait pas que le côté appréhension, mais il y avait aussi le côté technique. Mais les deux sont allés ensemble pour lui permettre maintenant de. C'est pas une barre qui est encore banalisée à ce stade-là, mais c'est une barre où déjà il y a beaucoup moins d'appréhension dessus qu'il y a quelques mois. Donc ça, c'était pour tout le côté un peu, lié performance et appréhension, parce que du coup, forcément, ça peut impacter, ça peut mettre tout simplement des barrières mentales et faut essayer d'aller, comme dit, au-delà. Alors ça, c'est le rôle de l'athlète, mais évidemment, encore plus, c'est le rôle du coach, d'aller aider l'athlète par différentes cues, différentes variations, différentes programmations et cetera, d'aller chercher au-delà de ces barrières mentales pour permettre à l'athlète de continuer à progresser.
Ensuite, là, on va être un peu dans le côté, comme dit mental. Je vais parler un peu de la confiance chez 2 profils d'athlètes. Le profil d'athlète qui a trop confiance en eux et le profil d'athlète qui n'a pas assez confiance en eux. J'ai été soumis à ces 2 profils d'athlètes assez récemment. C'est pour ça que justement c'était en partie ça qui m'a donné, l'idée de faire, cet épisode là-dessus, donc sur le côté mental et principalement du coup sur la confiance. En fait, d'après ce que j'ai pu observer sur les athlètes qui avaient un excès de confiance en eux, du moins dans la pratique, pas forcément qui se reflète dans la vie de tous les jours, mais les 2 sont généralement assez liés. C'était vis-à-vis de l'overshoot, de la surestimation de leurs capacités. Et du coup, forcément, ça impacte au niveau de la programmation parce que l'athlète se sent beaucoup plus fort qu'il ne l'est réellement. Et du coup, il peut avoir tendance à faire des choix de barre qui sont un peu moins bons lors des séances, à aller au-delà des charges qu'il aurait dû faire pour respecter le RPE, pour respecter le stress, etc. Et tendance à, comment dire, par un biais de comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Un biais de cohérence, en gros, à tout attribuer de: «Si, mais je me sentais bien, je sentais la barre légère, techniquement, j'étais pas bon, mais t'inquiète, je vais corriger ça sur la prochaine barre» et cetera. Et en fait, ça, c'est aussi un facteur. On peut jamais prévoir si l'athlète va réussir à corriger ça au prochain, au à la prochaine série ou pas. Donc miser sur le fait que la prochaine barre passera plus facilement que la barre précédente, donc en montant le poids juste parce qu'on va réussir à corriger, pour moi, c'est quelquefois un faux argument. Il faut bien faire attention à ça, surtout quand un athlète est débutant intermédiaire et que sa technique n'est pas encore totalement stabilisée. Pour un athlète qui est avancé, expert, ça va être plus facile de corriger sa technique en sachant pertinemment ce qui va pas, et en sachant quoi faire pour la corriger. Du coup, pour un athlète qui a trop de confiance en lui dans ce cas-là, et qui a tendance à faire des choix qui sont pas forcément bons au-delà des charges, et cetera. Pour moi, il y a 2 choses qu'il faut essayer de mettre en place, de 1 au niveau de l'athlète et de 2 au niveau du coach, tout simplement. Le premier, ça va être de prendre du recul et d'être le plus objectif possible, surtout grâce à la vidéo ou alors avec, par exemple, un je crois que je l'ai déjà dit en plus, je me suis déjà trompé dans l'épisode précédent, un mesureur de vitesse ou un capteur de vitesse, pour avoir vraiment une donnée objective sur: «OK, à quelle vitesse ma barre elle bouge?» et pas seulement se fier à ses ressentis en mode: «Moi, je l'ai senti très légère, donc c'est nickel, donc je peux mettre plus lourd» et cetera. Et le fait de se fier à ces critères qui sont objectifs, ça va permettre à l'athlète de prendre un peu plus de recul et se dire: «OK, bon là, est-ce que j'étais vraiment au RPE? Est-ce que j'étais au-dessus? Est-ce que je la sentais vraiment aussi légère que ce qu'on voit à la vidéo?» et cetera. Donc je pense que le fait de d'avoir une donnée qui est objective vis-à-vis de ça, même si le fait d'avoir des données objectives tout le temps pour n'importe quel type d'athlète, je pense que c'est intéressant parce que ça évite, les déformations, que ça soit vis-à-vis du mental de l'athlète, donc là vis-à-vis de la confiance ou même de la forme du jour où l'athlète ne pourrait pas se sentir forcément bien et du coup aura tendance à ressentir toutes ces barres lourdes et cetera. Je pense que pour les athlètes qui m'écoutent, vous avez probablement déjà ressenti cette sensation-là de: «Ouah, je me sens pas bien aujourd'hui, les barres elles bougent pas bien», alors qu'en fait, objectivement, si. C'est juste qu'on se mine entre guillemets un peu le moral à se dire: «Ouah, je suis pas en bonne forme, donc la séance est pas bien, donc» et cetera, une sorte de cercle vicieux. Et la deuxième chose, dans ce cas-là, je pense que du point de vue du coach, pour ce genre d'athlète, ça peut être intéressant de fixer des load range, tout simplement. J'ai tendance à fonctionner majoritairement, la plus grande partie du temps, donc majoritairement effectivement, par des RPE, mais typiquement sur ce genre d'athlète, ça peut me pardon, ça peut m'arriver tout simplement, je perds mes mots, ça peut m'arriver de prescrire des load range pour que l'athlète en fait, juste soit OK, sur l'échelle basse si je suis pas dans une bonne journée ou sur l'échelle haute si je me sens dans un bon jour. Et là par contre ça va être au coach d'adapter et de potentiellement prédire le fait que même si l'athlète est pas dans un bon jour, il va se sentir dans un bon jour et du coup mettre un peu plus lourd. Et du coup chercher à vraiment adapter ça. Alors ça demande évidemment de bien connaître l'athlète, ça demande de le suivre précisément, que l'athlète fasse des retours qui soient qualitatifs en termes de ressenti, en termes de RPE et à la vidéo évidemment, parce que la vidéo ça va rester objectif. Là où les ressentis de l'athlète, ça va être très 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 subjectif. Donc je pense que ça peut être des clés pour permettre à l'athlète de ne pas entacher sa progression par des choix de barre, ou des choix de charge, de jump et cetera qui sont un peu douteux et vraiment avoir quelque chose qui est assez linéaire pour ne permettre de pas tout simplement se cramer trop vite sur son bloc parce que si, chaque séance, l'athlète fait un, 2, voire plus en termes de RPE que ce qui est prévu, bah, forcément en termes de progression et en termes de gestion du stress sur un bloc, ça va être totalement différent. Et du coup, dans l'autre cas, ça va être l'athlète qui a, lui, au contraire, assez peu confiance en lui, qui, comme dit, a tendance à être un peu dans un cercle vicieux de: «OK, je me sens pas bien, je sens la barre lourde donc voilà».
D'ailleurs, on pourra revenir potentiellement après sur le fait de sentir la barre, tout ça. Et du coup, je pense que, encore une fois, pour ces athlètes, ça va être important de, justement, eux, les sortir un peu de cette zone de confort et de leur dire de pousser. J'avais cet athlète qui, du coup, m'envoyait souvent, bah, forcément ses singles lors des retours et qui estimait au moins un, 1,5, voire 2 RPE au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Et du coup, encore une fois, j'ai essayé d'être assez objectif et le but, ça a été de lui programmer du coup des RPE tout simplement un peu plus haut pour cette athlète-là. En gros, par exemple, si elle devait faire une single RPE 8, je savais pertinemment que si elle allait faire sa single à 8 selon elle, ça serait plutôt sur un RPE 7, etc. Par contre, si je lui programmais un RPE 9, dans ce cas-là, elle allait aller sur un réel RPE 8. Et du coup, le stress qui était prédit n'était pas le stress qui était écrit plutôt sur la programmation n'était pas le réel stress dont elle avait besoin, c'était un tout petit peu au-dessus, mais parce qu'elle faisait forcément ces compensations-là à se sous-estimer, à ressentir les barres un peu plus lourdes, etc., bah en fait, elle était dans le RPE qu'il fallait, voire quelquefois même un peu en dessous. Et l'autre chose, ça peut être aussi, tout simplement pour ce genre d'athlète, de programmer des charges, en fonction encore une fois de comment est-ce que vous connaissez l'athlète, de la forcer à aller au-delà de sa zone de sortir de sa zone de confort, d'aller sur des charges plus importantes que ce qu'elle elle serait allée, elle ou il hein, d'ailleurs, peu importe, et du coup lui permettre pareil encore une fois de progresser et pas seulement d'avoir un niveau de stress qui est très bas parce qu'elle a ce ressenti très dur alors que c'est pas forcément le cas. Du coup, en fonction de ce type d'athlète-là, alors évidemment, il y a aussi des athlètes qui juste gèrent bien, ou des athlètes qui gèrent bien en temps normal, mais ont des périodes un peu plus dures où ils vont avoir plutôt tendance à se sous-estimer ou à se surestimer, et ben en fait, tout simplement, ça peut impacter au niveau de la programmation. Donc c'est aussi pour moi au coach de jouer sur ce point-là, comme dit, soit vis-à-vis de données objectives, soit vis-à-vis de tout simplement mettre des load range, ou alors adapter au niveau de la programmation, au niveau du stress, etc. Donc ça, c'est un mélange entre ce que le coach peut faire et ce que l'athlète doit faire. Mais encore une fois, évidemment, c'est adapté à chaque personne, à chaque athlète, parce qu'on ne peut pas faire de généralité là-dessus. Mais c'est, on va dire, sur des types de profils d'athlètes, ça peut être intéressant de mettre ça en place. Ensuite, au niveau mental, un autre aspect, alors je vais un peu aborder tout ça en vrac, parce que voilà, simplement, j'ai pas forcément de ligne directrice là sur ce podcast-là, j'ai juste envie de parler des différents points. Un point qui est assez intéressant, bon, ça revient toujours à la question motivation, discipline, etc. D'ailleurs, je vous renvoie au dernier épisode du podcast de Loïc, du coup, qui est l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, où il parlait aussi un peu de son point de vue sur la motivation et discipline, etc. Et moi, j'aimerais rajouter un point sur le fait de est-ce qu'il faut absolument aimer s'entraîner quand on s'entraîne? Alors que ça soit en force ou que ça soit dans une autre discipline, évidemment. Là, on va parler plus spécifiquement de la force, mais je pense que ça peut renvoyer à certaines autres disciplines. Est-ce qu'il faut aimer s'entraîner? Oui. Est-ce qu'il faut tout le temps aimer s'entraîner? Je pense pas. Aimer s'entraîner, pour moi, ça va renvoyer à la motivation, ça va renvoyer à quand vous commencez une activité, il faut la faire parce que vous aimez ça, ou alors que vous aimez ce que cette activité, que ce soit dans le sport d'ailleurs ou autre, va vous apporter. Pour autant, il est évident que toute votre vie, vous n'aurez pas toujours envie de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'un certain moment, vous n'aurez plus du tout envie de le faire, même si ça peut arriver, mais qu'il y a des phases où vous n'aurez pas forcément envie de vous entraîner, vous n'aurez pas forcément envie de, euh, comment dire, d'aller vous mettre dans le dur à la salle, que ça soit quand vous faites de la musculation un peu plus classique, du renforcement, de la force athlétique, peu importe. Mais ça serait mentir, je pense, que de dire que tout le monde aime, ou que même tout le monde aime s'entraîner tout le temps. Voilà, je vais formuler ça un peu plutôt comme ça. C'est, je pense, pour certaines personnes, c'est un facteur où il faut quand même un minima aimer s'entraîner. C'est pour ça que je parlais justement de l'adhérence dans le dernier épisode. Dernier? Oui, j'en ai fait que 3, donc oui, le dernier. Parler de l'adhérence où on peut essayer de retrouver de l'adhérence et du coup le fait d'aimer s'entraîner par justement des choix d'exercices un peu plus adaptés à l'athlète, etc. Mais il faut quand même prendre en compte que si on fait un sport dans le seul but de l'aimer, ça peut entacher notre progression. Et quelquefois, progresser ou faire tout ce qu'il faut pour progresser, ça implique de faire des choses qu'on n'aime pas forcément. Encore une fois, je peux revenir sur des variations, mais des variations comme du squat très longue pause, il n'y a pas tout le monde qui aime ça, et pour autant, c'est pas pour autant que ça va pas faire progresser l'athlète. Ce qu'il faut voir quelquefois, c'est un peu plus loin que juste le ressenti immédiat. Il y a des séances que, honnêtement, j'aime absolument pas faire. Pour autant, je les fais parce que je sais qu'au plus long terme, alors que ça soit au court terme, au moyen terme ou au long terme, hein, mais au plus long terme, et ben en fait, je vais avoir des bénéfices en faisant ça, que ça soit vis-à-vis
du renforcement musculaire, que ce soit vis-à-vis de, la correction de ma technique, l'approfondissage? Oui, peut-être, je bégaye sur les mots, c'est terrible. Le perfectionnement, on va dire ça plutôt comme ça, de ma technique et cetera. Mais, j'ai eu des phases où, pendant plusieurs mois, j'aimais pas du tout m'entraîner. Parce que, j'avais typiquement du volume, c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Il y a des gens qui adorent ça, moi, c'est vraiment pas mon kiff. Mais, j'aimais pas du tout m'entraîner et je prenais aucun plaisir à l'entraînement. J'y allais à reculons, mais pour autant, je le faisais quand même. Ça peut être aussi dans certaines périodes, pour certains athlètes, de douleur. Ça peut être très chiant de s'entraîner avec des douleurs. Malheureusement, ça fait partie, de la pratique. Ça veut pas dire que ça doit être normalisé, loin de là, mais, quand on pousse son corps dans ses retranchements, c'est alors normal, c'est peut-être pas le terme, mais c'est possible, on va dire ça comme ça. C'est possible d'avoir des douleurs, d'avoir des gênes comme n'importe quel autre sportif. Alors évidemment, il faut manager ça pour pas que ces douleurs, ces gênes se transforment plus tard en blessures ou choses comme ça, mais ça peut arriver et c'est tout. Mais encore une fois, il faut pas normaliser le fait d'avoir mal. Heu, Encore une fois, ça dépend dans quelle mesure. Je pense que de mon point de vue, pour un athlète qui, ne prétend pas forcément à un niveau national haut ou du moins national et au-delà, donc international, international haut, et cetera. Le fait de se mettre beaucoup à l'amende et du coup d'avoir constamment des douleurs ou des choses comme ça, si derrière il n'y a pas un minimum de récompense, on va dire vis-à-vis de ça, de mon point de vue, c'est pas forcément nécessaire. Donc pour un athlète qui fait ce sport par plaisir, qui cherche à progresser évidemment, mais qui fait ce sport par plaisir et pas pour faire des classements, des choses comme ça, le fait d'avoir trop de douleur tout le temps, c'est pas forcément une bonne chose et ça devrait être à réguler en réduisant justement soit l'intensité, soit le volume, soit le nombre d'expositions. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses là-dessus. Et évidemment, en faisant des exercices aussi, en n'étant pas passif vis-à-vis des douleurs, en faisant les exercices qu'il faut, les échauffements qu'il faut potentiellement, alors pas forcément des exercices de préhab, réhab, je sais que ce terme-là, il peut être un peu controversé, dans le sens où c'est juste des exercices qui vont potentiellement réduire le risque de blessures tout simplement ou de douleurs. Mais du coup voilà, je pense que pour un athlète qui ne prétend pas forcément à haut niveau, le fait de se mettre autant dans le mal à l'entraînement, bah du moins, autant dans le mal, que ça soit dans l'entraînement d'ailleurs ou dans la vie de tous les jours, avec des douleurs, des choses comme ça, c'est pas forcément quelque chose de pertinent. Encore une fois, selon moi, tous les athlètes sont libres de faire les choix qu'ils veulent. À ce niveau-là, je pense que ça peut être aussi une concertation avec le coach de savoir est-ce qu'on pousse vraiment, on met son corps vraiment à ce point dans les retranchements pour en tirer alors pas grand-chose, c'est relatif, hein, parce qu'il y a des athlètes, qui se jugent encore une fois sur la progression que via eux-mêmes, d'autres via les autres et cetera, mais ça on en reviendra d'ailleurs un tout petit peu plus tard. Mais, je pense que ça peut être, un bon choix quelquefois de lever un peu le pied pour des athlètes qui n'ont pas forcément prétention à avoir un haut niveau et du coup qui n'auront pas, comme dit, de récompense. Alors haut niveau, encore une fois, ça peut être national, international, national haut et cetera, mais, qui n'auront pas de récompense à juste en fait se mettre dans le dur tout simplement. Du coup, voilà, ça c'était un peu pour l'aspect, est-ce qu'il faut aimer s'entraîner ou pas? Même si je pense que d'ailleurs, je vais continuer. Mais par exemple, des athlètes qui n'aiment pas s'entraîner, j'en connais de très haut niveau, qui ne prennent plus aucun plaisir à l'entraînement, mais qui font ça vraiment, on va dire machinalement, parce qu'il faut le faire, parce que si on le fait pas, on va pas progresser, pendant que nos concurrents, eux, bah, leurs concurrents plutôt, vont eux continuer de progresser, même si on n'aime pas ça. En fait, c'est vraiment ce truc de c'est une routine, c'est limite le job, en fait, il faut le faire, tout simplement. Si on veut progresser, il faut le faire. Si on arrête de le faire, bah, en fait, on va arrêter de progresser. Et c'est un peu comme, au final, ça devient au-delà d'un sport ou au-delà d'une passion, ça devient réellement un métier, un travail. Et ça, je pense que ça peut être valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes de haut niveau. Alors encore une fois, heu, je pense qu'il faut aimer le sport en lui-même, mais le fait d'aimer s'entraîner, comme dit, aimer se mettre dans le dur et cetera, ça peut être pas forcément tous les jours facile, mais certaines personnes n'ont pas le choix justement, sur des athlètes de haut niveau, donc national haut, international haut et cetera, de faire ce genre de choix pour continuer à progresser tout simplement. Ensuite, vis-à-vis de la confiance, je vais faire un petit parallèle justement, par rapport à un sport collectif. Alors moi, à l'époque, je faisais du handball du coup et ce qui pouvait être cool au handball, c'est que, si jamais on n'était pas dans notre match, si jamais on n'était pas bien, en forme et cetera, on pouvait compter sur les autres. On pouvait compter sur les autres membres de l'équipe pour soit, jouer sur l'aspect physique, c'est-à-dire réellement juste être meilleur que nous, faire le job sur le terrain, ou alors sur l'aspect mental, le rôle d'un capitaine, le rôle d'un leader, de remotiver son équipe et cetera. Là, dans le cas où, dans la force athlétique tout simplement, il y aura personne d'autre que nous sous la barre.
Donc, en gros, pour moi, c'est un sport où il faut apprendre à se faire confiance et c'est un très bon enseignement dans la vie de tous les jours, mais il y a quelquefois des choses dans la vie tout simplement où personne d'autre pourra le faire à notre place et on va être obligé de le faire, cette chose. Et si on se fait pas confiance, soit on n'arrivera pas à le faire, soit on le fera mal et apprendre à se faire confiance, c'est une grande partie de la vie, je pense, hein, mais hem, en gros, on peut avoir des personnes qui vont avoir un aspect, mental, psychologique sur nous, donc par exemple le coach, ça peut être tout simplement les personnes qui viennent supporter et cetera, mais au niveau physique, on n'aura que nous-mêmes sous la barre et c'est vraiment un sport, on va dire brut, mais c'est brut pas dans le sens, méchant, bah, pas dans le sens violent, mais brut dans le sens, comme un minerai qui est brut, donc qui est vraiment, oh, je voulais putain, est-ce que j'ai un synonyme de brut? Non, j'ai pas de synonyme de brut, donc c'est pas très grave. Et du coup, on a vraiment ce truc de c'est nous face à une barre, à des poids, et ça s'arrête là. Évidemment, après, bon, il y a tout le côté contexte, arbitre, standard, etc. Enfin bref, mais il y a vraiment ce truc de si on le fait pas, personne d'autre ne le fera. Et je pense que c'est assez important de quelquefois alors pas forcément affronter nos peurs, mais je peux prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui va faire sa première compétition, qui va arriver sur, son premier squat et il peut avoir peur tout simplement, il peut stresser, il peut paniquer parce que c'est nouveau, il y a l'arbitrage, il y a, les mecs qui crient, il y a nous tout simplement, on n'est pas sûr d'être au niveau, pas sûr d'être, confiant et cetera et on est obligé de le faire. On va pas faire machine arrière, sortir du plateau et se dire: «OK, bah là j'ai travaillé, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour cette compétition, au final je la fais pas parce que j'ai peur». On va être obligé d'aller affronter nos peurs et je pense que ça peut être vraiment un bon enseignement de on est capable de le faire. Si on est à cet endroit-là et qu'on doit faire ce choix-là, c'est qu'on est capable de le faire. Donc là, c'est dans la vie de tous les jours, mais sur le plateau, ça va être si on est là et qu'on a mis cette barre, c'est qu'on est capable de le faire. Si si moi je pensais pas être capable de le faire, ou alors si mon coach ne pensait pas que je sois capable de le faire, j'aurais pas mis cette barre. Genre, si, s'il y a pas ne serait-ce qu'une chance que je réussisse, ça sert à rien de mettre cette barre. Et dans la vie, je pense de tous les jours, c'est un peu la même chose. Si on se retrouve face à des choix, c'est que on a les capacités pour aller au-delà de ce choix. Même si ça peut faire peur, même si ça peut être compliqué, même s'il y a pas beaucoup de chances de réussir, on va aller au-delà parce que si on est confronté à cette situation, de mon point de vue, c'est qu'on peut aller au-delà de cette situation. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire qu'on y arrivera la première fois, ça veut pas dire que ça va pas être dur, mais du coup, c'est le synonyme de ça va pas être facile. Bah, ça va être dur, mais du coup, ça va pas être facile. Mais je pense que justement, ce sport, il peut nous apprendre à aller au-delà de nos peurs, aller au-delà des, encore une fois, des barrières qu'on peut avoir pour les dépasser et devenir une personne meilleure. Alors, que ça soit dans le sport, donc tout simplement augmenter ses performances, ou même dans la vie de tous les jours, parce qu'on sera ressorti d'une épreuve avec soit un apprentissage de pourquoi est-ce qu'on a échoué, comme une barre au final. Est-ce que j'ai échoué parce que techniquement j'étais pas bien, ou alors on aura réussi. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Pourquoi est-ce que j'aurais échoué là? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus échouer à ce niveau-là? Ou alors j'ai réussi dans ce cas-là, tant mieux. Du coup, voilà, ça c'était vis-à-vis de, sortir de sa zone de confort, l'amélioration, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais parler un peu de, alors ça va être les réseaux sociaux, ça va être un peu la compétition, la non-performance et cetera. J'ai parlé de compétition avant et j'en reparlerai un peu plus tard parce que du coup, je terminerai l'épisode un peu différemment. Mais, il y a beaucoup d'athlètes encore qui se disent: «Si j'atteins pas tel niveau ou si je fais pas tel total, je vais pas faire de compétition». Et c'est vraiment une idée à la con, en étant honnête. Alors je peux totalement comprendre le fait de pas se sentir légitime d'aller sur un plateau, d'avoir peur de pas faire des bonnes barres et cetera, mais pour autant, c'est un peu la métaphore à la con, mais la métaphore que tout le monde utilise et que je trouve très pertinente, c'est: t'attends pas d'avoir un niveau Ligue 1 pour commencer le foot. Tu commences le foot au City, tu commences le foot en alors j'ai pas fait de foot donc je connais pas trop les niveaux, mais tu commences potentiellement, je pense départemental, régional, interrégional, peu importe, et t'attends pas d'avoir un niveau Ligue 1 pour aller sur le plateau. Et sachant que, bah, t'attends pas le fait d'avoir un niveau Ligue 1 pour jouer au foot. Plutôt comme ça. Et ben la force c'est pareil. Et je pense que, bah, de mon point de vue, ce que tu fais à l'entraînement et ce que tu fais en compétition, c'est totalement différent. Ce qui fait que tu peux pas, même si tu te dis, ok, bah, genre là, c'est bon, j'ai mes minima, par exemple, j'attends d'avoir les minima France pour commencer, je vais à l'entraînement, j'ai mes minima France. Rien ne dit que le jour J sur le plateau, tu auras tes minima France. Alors ça peut être mieux, ça peut être moins bien, mais le monde de l'entraînement et le monde de la compétition, c'est deux choses totalement différentes. Le stress, les standards, les ordres, le, les temps de récupération, le fait qu'il y ait plusieurs athlètes, etc. En fait, ça peut beaucoup perturber.
C'est pour ça que j'encourage mes athlètes à faire une première compétition assez tôt. En fait, dès qu'ils se sentent prêts, alors, mais des fois, quelques-uns, il faut leur forcer un peu la main, mais dès qu'ils se sentent prêts à aller découvrir le monde de la compétition. De une, pour voir si ça leur plaît, et si ça leur plaît pas, dans ce cas-là, on sait que c'est un athlète qui fera pas forcément de compétition. Et de deux, si ça leur plaît, de voir, ok, bah, que ce qui change entre l'entraînement et la compétition. Comme je l'ai dit, ça peut être au niveau des standards, ça peut être au niveau des ordres, ça peut être au niveau du stress, les déplacements, ce genre de choses. On sort encore une fois de sa zone de confort, qui est, l'endroit où on s'entraîne, pour aller sur un plateau de compétition et c'est différent. Je pense que c'est une très bonne expérience à vivre, au moins une fois. Si on n'aime pas, on n'aime pas et dans ce cas-là, on peut pas forcer quelqu'un à faire de la compétition juste sous prétexte que tu fais de la force et tu obligé de faire une compétition. Mais le fait d'attendre avant de faire une compétition, pour moi, c'est juste retarder l'échéance et juste retarder, augmenter ce stress-là de, «Ouah, faut que je sois au niveau pour, être légitime d'aller sur un plateau». Donc ça, c'est assez important de lancez-vous. Vraiment, lancez-vous dans la compétition. Si vous faites de la force et que vous aimez ce sport-là, et que vous voulez faire de la compétition, n'attendez pas d'avoir X niveau pour en faire. Vraiment, allez-y. Sortez de votre zone de confort, allez tenter une compétition, voyez ce que ça donne, soyez accompagné, ou soyez pas accompagné, ça dépend de si vous avez un coach, si vous avez des gens qui peuvent être là. J'aurais tendance à dire que c'est toujours mieux d'être accompagné, même si c'est juste quelqu'un, entre guillemets, qui gère juste votre match, pour enlever le maximum d'incertitude et d'appréhension le jour J. Pareil, si jamais vous vous entraînez, toute l'année à Basic Fit, peut-être que faire quelques entraînements avant surcalibrés pour enlever un peu l'incertitude qu'il peut y avoir au niveau du matériel calibré, ça peut être intéressant. Au niveau du poids de corps, c'est pareil. J'aurais tendance à dire pour une première compétition, j'ai fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune, du coup il y a un peu plus de 2 ans maintenant, de faire un gros cut pour ma première compétition, alors qu'en plus j'étais genre 60 kilos des minima francs, je pense. Juste pour me dire, je rentre dans la caté, j'ai failli buller d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai loupé mes 2 premiers bench parce que crampé au niveau du dos, et j'ai failli louper le troisième aussi, donc j'ai failli faire ma première compétition une catastrophe totale. C'est pour ça que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai tendance à conseiller aux athlètes qui font une première compétition de pas cut, juste aller avec votre poids de corps et on s'en fiche de ce que vous faites entre guillemets comme performance. Le but, c'est comme dit de découvrir et il faut pas se rajouter 50 sources de stress possibles le jour de la première compétition parce qu'il y aura déjà, bah, comme dit, l'arbitrage, les spectateurs, etc. Et en fait, plus vous rajoutez d'incertitude et de stress, et moins il y a de chances que ça se passe bien. Et le but d'une première compétition, c'est que vous découvrez ça et que vous prenez du plaisir. C'est aussi ça le but d'une première compétition, que vous découvrez le monde de la compète, vous voyez si ça vous plaît ou non, mais dans tous les cas, mettez toutes les chances de votre côté pour que, ça vous plaise. Si vous arrivez, que vous êtes déshydraté, que vous avez fait un cut qui était mal géré, que, vous stressez, vous paniquez et cetera, enfin bref, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Donc vraiment, en fait, mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien lors de votre, pardon, 1re compétition et ensuite voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous voulez refaire et cetera. Ensuite, ça pour moi c'est aussi lié du coup, au fait de beaucoup de gens ne veulent pas faire des premières compétitions parce qu'ils estiment ne pas avoir le niveau. C'est, la comparaison constante qu'il peut y avoir et l'impact négatif des réseaux sociaux là-dessus. Comment dire? À l'époque j'étais pareil et je pense que je le suis encore un peu et que tout le monde l'est un peu, mais la comparaison elle est facile en force. C'est typiquement, bah, c'est juste des chiffres. Genre par exemple 100 c'est plus que 90, fin de l'histoire. Là où typiquement, sur d'autres sports, certes, on peut voir des différences de niveau, mais si on prend 2 footballeurs, prendre leur niveau et analyser leur niveau s'ils jouent dans le même club, ça peut être un peu compliqué. On peut voir, il y a des points forts chez certains, des points faibles chez d'autres, et cetera. Là où en force, on sait que il a plus de total, il pèse le même poids, il est plus fort. Fin de l'histoire. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très objectif, mais du coup, c'est très traître parce que, on peut avoir tendance, comme dit, à se comparer constamment. Et un truc qui est con, mais les personnes qui sont les plus fortes, on va dire, celles qui ont les meilleures performances, sont celles qui sont le plus mis en avant sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que, bah, forcément, plus on est à un haut niveau et plus on est mis en avant, parce que c'est quelque chose que moins de personnes sont aptes à faire, et du coup, c'est plus exceptionnel, on va dire. Mais du coup, ce qui revient majoritairement en boucle, c'est des grosses performances, que ça soit de niveau mondial, international, voire national. Et des athlètes qui débutent peuvent prendre peur, entre guillemets, là-dessus, en se disant: «Waouh, mais ce mec-là, je sais pas, il squatte 260, il pèse 80 kilos, mais je serai jamais au niveau, etc.» Et en fait, cette comparaison, pour moi, elle est super malsaine dans le sens où, tant qu'on n'aura pas atteint ces performances-là, et peut-être qu'on ne les atteindra jamais, parce que ça reste des grosses performances, objectivement, et ben on va se dire: «OK, non mais je mérite pas d'aller sur un plateau, les mecs là ils ont un niveau national, mais moi je mérite pas ça», et cetera. Alors que c'est vraiment, encore une fois,
comparaison à la con, parce que chacun progresse à son rythme, chacun ne progressera pas de la même manière, ne finira pas avec, les mêmes performances à la fin et cetera et du coup, le fait de trop se comparer, je pense que ça va plutôt être délétère pour l'athlète plutôt que bénéfique. Alors, la comparaison peut être intéressante dans le sens où si on se fait driver par cette progression-là en mode: «Ouah, cet athlète, il est chaud, j'aimerais tendre vers ses performances, vers, son physique et cetera». Là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant si ça nous pousse vers le haut. Ça nous tire vers le haut, ça nous tire vers le haut, pousse vers le haut, enfin bref, si ça nous motive à faire mieux. Par contre, si on se rabaisse, si on est en mode: «Ah non, mais cet athlète, il est trop fort, je serai jamais à son niveau, ça sert à rien que je commence les compétitions, ça sert à rien que je continue ce sport» et cetera. Pour moi, c'est un mauvais aspect des réseaux sociaux et du coup de l'exposition assez constante. Et un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est pour les mecs qui font de la force, j'ai l'impression que bah, les mecs et les filles évidemment, hein, je veux dire pour les athlètes qui font de la force, j'ai l'impression qu'on bascule assez rapidement du je fais pas trop ce sport à toute ma vie tourne autour de sport. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose de bien dormir, bien manger, et cetera. Mais généralement, ce qu'on va retrouver sur les réseaux, c'est quasiment que des performances. On va penser à ça constamment, toute la journée, et cetera. Et je pense que le fait d'être matrixé par ça n'est pas forcément une bonne chose. Parce que du coup, encore une fois, si ça se passe mal lors de votre entraînement, vous avez tout lié à ça et toute votre journée va tourner mal parce que, OK, mon entraînement était pas bien, donc je me sens pas bien, et cetera. Enfin bref. Et je pense que le fait de déconnecter un peu de la force, ça peut être une bonne chose. Alors ça peut être par période, ça peut être dans la journée directement, ça peut être dans la semaine, avoir des jours totalement off et ne pas penser à ça. Et je pense que ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup d'athlètes. Alors, ça peut ne pas être le cas de tout le monde. Dans mon cas personnellement, je ne peux pas parce que toute la journée, je dois un peu penser à la force parce que je dois en faire des retours à des athlètes ou des choses comme ça. Mais pour les personnes qui en ont l'occasion, déconnecter de la force, ça peut être une bonne chose. Soit avec une autre passion à côté, ça peut être n'importe quoi, ça peut être la lecture, les jeux vidéo, un autre sport, peu importe. En vrai, peu importe, mais juste déconnecter quelquefois de ce truc-là, ça peut être vraiment bien. Et le dernier point que je vais aborder assez rapidement, avec l'impact négatif des réseaux sociaux, pour moi, ça va être la course au trot. Alors, au trot, TROP, donc le trop, le plus, on va dire. Et on l'a vu en fait surtout avec, vu qu'il y a eu un gros boom au niveau de la force athlétique, il y a beaucoup d'athlètes débutants qui ont commencé. Et beaucoup d'athlètes débutants qui voulaient prendre exemple sur des athlètes de haut niveau parce que certes, les techniques des athlètes de haut niveau sont plus efficientes, mais sont plus efficientes pour eux, pas pour tout le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une grosse, grosse phase de typiquement de barres très très basses au squat. Et encore, ça a été régulé parce que récemment, du coup, on va dire les exigences au niveau international et du coup même ce qui en découle national et donc régional ont été impactées vis-à-vis de la hauteur de barre et du coup ils ont rigidifié un peu les standards là-dessus. Mais on a eu beaucoup d'athlètes qui ne savaient pas squatter, littéralement, qui ne savaient pas maîtriser typiquement juste un high bar, avec des squats avec la barre au milieu du dos, qui ne tenaient pas une position de départ, qui n'appuyaient pas leur delts, et cetera. Juste parce que, bah, certains athlètes ont une barre basse, c'est un fait, et ils sont plus efficients avec cette barre plus basse, c'est un fait aussi. Mais vouloir absolument copier cette technique parce qu'elle est efficiente sur une autre personne, c'est un très mauvais choix selon moi. Faut pas oublier que certes, comme, j'en ai parlé dans le précédent épisode, il y a des choses à savoir faire. C'est-à-dire par exemple brace, leg drive au niveau du bench, gérer une mise en tension et cetera. Mais ce sport reste ce sport a une grosse dominante d'individualisation. Personne n'est morphologiquement pareil, personne n'est biomécaniquement pareil. Personne n'a les mêmes points forts, les mêmes points faibles, tout ce genre de choses, en fait, tout simplement, fait que vous ne pouvez pas copier la technique d'un autre en espérant qu'elle soit aussi bien adaptée à vous qu'elle l'est à lui. Et en fait, comme dit, il y a eu cette course au trot des barres beaucoup trop basses, des pontages qui étaient accentués plus, plus, plus. Alors, certes, le pontage, c'est une force, et je suis le premier à l'utiliser, mais encore une fois, ça a été régulé, et des athlètes qui typiquement prenaient la barre en dehors des anneaux et qui ne respectaient même pas forcément les standards, juste parce que on est, ok, il faut que j'optimise mon amplitude, etc., en posant pas forcément les fesses sur le banc,
en ayant les pieds super reculés et les talons qui étaient même pas au sol et cetera et encore une fois, ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on optimise ça chez certains athlètes et juste le faire parce qu'on l'a vu chez d'autres et c'est aussi la même chose sur, des sumos très, très, très écartés. Tout le monde n'a pas les capacités d'avoir un sumo qui est très écarté, avec une grosse rotation externe, avec le bassin très proche de la barre, avec quasiment aucune, flexion au niveau de des hanches. Mais beaucoup d'athlètes, surtout comme dit des débutants qui se lançaient dans la pratique et qui n'étaient pas accompagnés, en fait, avaient tendance à juste recopier les techniques, les plus extrêmes parce que c'est ça la force et du coup à vouloir, mettre en place ces techniques-là et forcément ça peut, de une ne pas être efficient, même s'il y aura forcément une petite partie chez pardon, une petite partie ch des personnes chez qui la technique va être un peu plus efficiente, mais dans la majorité des cas, je pense que ce n'est pas le cas. Et de 2, augmentation aussi tout simplement du risque de blessure à ce niveau-là. Le fait de placer sa barre beaucoup trop basse au squat alors qu'on ne sait pas tenir sa barre, qu'on ne sait pas gérer une mise en tension, qu'on ne sait pas gérer une inclinaison de buste, qu'on ne sait pas gérer, un ratio flexion de genou, flexion de hanche et cetera. Bah, en fait, tout simplement, la barre peut glisser, ça peut aller assez vite, hein, ou simplement on peut se faire mal parce que notre corps n'est pas adapté, il n'y a pas de progressivité, au niveau du placement de la barre. C'est je commence à squatter, j'ai jamais squatté, j'ai vu que, les grands athlètes ils faisaient la barre basse, je mets la barre basse au milieu de mon dos et hop! Et non, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, encore une fois, bon, je vais rappeler, mais si vous commencez, le fait de vous faire accompagner par quelqu'un qui est compétent vous fera gagner du temps, de l'énergie, hem et potentiellement vous évitera de vous faire mal et du coup, bah, forcément vous allez perdre du temps et de l'énergie en vous blessant, mais peu importe. Du coup voilà, globalement j'ai abordé à peu près tous les points, auxquels je voulais parler sur un peu l'aspect mental et cetera. Alors c'est un épisode qui était assez, anarchique, on va dire ça, en termes de répartition des thèmes. Je pense que j'ai un peu bégayé comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude. Je me suis beaucoup répété aussi, je viens de le faire d'ailleurs et du coup voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais terminer cet épisode en passant, un big SO à mes différents athlètes, parce que, alors tous mes athlètes déjà dans leur globalité, merci à eux de me faire confiance et particulièrement à certains d'entre eux parce qu'il y a, des athlètes là sur la fin d'année, il y a pas mal de mes athlètes qui font des compétitions. J'ai Isis la semaine dernière qui a fait sa première compétition, qui s'est très bien passée, et d'ailleurs, encore une fois, elle a kiffé l'expérience, elle a vraiment envie d'en refaire, donc ça c'est cool. Et donc ce week-end, donc le week-end du 16-17 décembre, il y a le Silent Worker Meet à Lyon, donc Winter Edition et j'ai la chance d'avoir 6 athlètes qui font cette compétition. Donc j'ai Thomas, j'ai Axel, j'ai Tom, j'ai Xavier, j'ai Léa et j'ai Julien. Donc je leur passe un big SO. Là, on est sur la fin de la prépa. Certains, il leur reste une séance et le 3/4, 2/3 du coup, 4 athlètes sur 6 ont déjà terminé leur prépa, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous ferai une mise à jour sur la semaine prochaine, de comment est-ce que leur compétition s'est passée, si jamais ça vous intéresse et aussi big SO à Léo qui va faire une compétition du coup de bench only à Lagarde, donc pareil ce week-end du 16-17 décembre, avec des gros objectifs. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je suis très impatient et c'est pour ça d'ailleurs que je stresse aussi un peu, parce que ça va être ma première compétition que je fais uniquement en tant que coach. J'ai déjà coaché rapidement, mais bah, j'ai déjà fait des compétitions où j'étais et coach et athlète, mais au maximum de souvenirs, j'avais un ou 2 athlètes. Là, du coup, j'ai 6 athlètes, donc pour moi, c'est une grande première. Je suis très impatient, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. J'étais vraiment super impliqué sur leur prépa, sur leur fin de prépa. Je me suis donné à fond et eux aussi, et donc j'espère vraiment que de une, et en plus pour les 6 athlètes, c'est, leur première compétition aussi, donc ça c'est à souligner. Justement en parlant de la compétition et cetera, le fait de se lancer, bah, eux justement ils se sont lancés et ça je trouve ça super cool, et j'ai vraiment hâte de les accompagner sur le plateau, de voir ce qu'ils vont faire, de les regarder sortir de leur zone de confort, et voilà. Tout simplement j'ai hâte. J'ai l'impression que je suis encore plus impatient qu'eux, d'aller faire cette compétition-là. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse de la semaine prochaine ce que les athlètes ont fait. Et en tout cas, j'ai bien aimé tourner cet épisode. Je pense qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à dire. Si jamais vous avez des idées d'épisodes ou de sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine donc pour le prochain épisode de Pas à Pas. J'espère que tout va bien de votre côté et puis voilà, passez une bonne soirée.